Alors, on va se faire un peu de théorie. J'avais la flemme de monter un lab, et sinon, il faut aller attaquer 5-6 machines sur Try Avec Me. Ça me saoulait un peu, donc on va faire de la théorie. On va voir un petit peu le principe de comment gérer les mots de passe sous Metasploit. Alors, première étape, vous savez qu'on a une base de données dans le cadriciel. Techniquement, c'est une base PostgreSQL. Donc ça va nous permettre de récupérer les exploits et ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle des workspaces, des espaces de travail. Alors, dans Metasploit, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on a une base de données Nmap et on a des auxiliaires, comme on les appelle. Ça va nous permettre d'accomplir pas mal de choses en plus pour de la post-exploit, pour pas mal de choses. Et on a une base de données également qui s'appelle Creds. Creds comme credential en anglais, pour résumer, mot de passe. D'accord? Donc la première action à faire, si vous l'avez pas fait déjà, c'est de faire un MSF DB init pour initialiser la base de données. Là, sur la capture d'écran que je vous montre, vous voyez qu'elle a déjà été configurée et il nous dit qu'il passe l'initialisation. Alors, une fois que vous avez fait creds, on se retrouve avec une sorte de table, vu que c'est une base de données, et c'est ce qu'on appelle le loot. Le loot, en fait, c'est automatiquement tout ce qui a été récupéré par le serveur de command and control quand vous avez scanné des adresses IP, des autres. Ils vont essayer de récupérer, si vous avez lancé les bons outils, et essayer d'extraire en fait les mots de passe. Public, privé, peu importe, vous aurez parfois l'utilisateur et le mot de passe. Il va être formé et vous pouvez demander un format JTR pour pouvoir le craquer avec John de Reaper. Alors, si on doit faire un peu de brute force, imaginons qu'on a un serveur FTP qui tourne, on va utiliser FTP underscore login, c'est un exploit qui permet de brute force le mot de passe et l'utilisateur. Naturellement, il faudra fournir une liste de username et une liste avec les mots de passe. D'accord? Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va utiliser l'auxiliary, donc c'est un scanner. On fait du FTP, FTP login. C'est l'auxiliary final, et on voit qu'il se trouve dans le chemin auxiliary scanner FTP. On définit l'adresse IP. On fait un set user pour définir le dictionnaire utilisateur. On fait un set passfile pour définir le dictionnaire des mots de passe. On demande le mode verbeux false, donc sur faux. Le stop on success true, en fait, ça va permettre d'arrêter l'attaque dès qu'il a trouvé le mot de passe. Là, si vous regardez un petit peu la capture d'écran, on a fait run ou exploit. Rappelez-vous que c'est la même commande et on récupère le mot de passe. Donc là, il nous dit que login successful avec privs 1, 2, 3. Et quand on fait creds, vous voyez qu'automatiquement, en base de données, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a enregistré l'adresse IP, l'origine, le service public. Donc là, pour le coup, vous savez que en public, on a quoi? On a privs, et en private, il a mis 1, 2, 3. D'accord? Donc, on récupère les clés, ça c'est plutôt cool. Et vous savez que pour se connecter à ce serveur FTP, qu'est-ce que vous allez faire techniquement? Vous allez utiliser privs, et en private, vous allez utiliser le mot de passe 1, 2, 3. D'accord? Donc ça sera toujours un petit peu comme ça. Ensuite, Mimikatz, on sert beaucoup, il faudra l'offusquer naturellement pour contourner les antivirus, mais imaginons que vous ayez un gain d'accès sur une machine Windows. Une fois que vous avez eu votre interpréteur, je vous dis c'est la Rolls-Royce d'échelle, on va faire un load kiwi pour charger Mimikatz directement dans la mémoire. Ça va nous permettre de récupérer les mots de passe, les hash sur la machine compromise. Et on peut lancer creds underscore all. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le creds underscore all, il nous récupère le NTLM. D'accord? Donc on voit qu'on y accède sans aucun problème. Donc si on relance la commande creds, après toutes ces actions, on voit qu'on a le mot de passe en clair, on a les hash NTLM qui ont été ajoutés, tout ça dans la table creds. C'est une base de données, ça fonctionne avec des tables. Donc l'avantage, vous le voyez,
c'est que maintenant on a quoi? On a récupéré à la fois le hash pour le serveur 21. Hein, on a Rage 1, 2, 3 et on a Rage plus le hash et on a également pour la 40 le serveur FTP, le Prives 1, 2, 3 qu'on a récupéré. Donc vous voyez, c'est tout le loot, hein, comme dans un jeu vidéo, où votre loot va se trouver dans la table Creds. Ensuite, imaginons qu'on continue, hein, on continue notre attaque. Maintenant, on a fait un peu de FTP, on a fait du HNTLM. On va commencer à attaquer une autre machine en 1.3 avec du telnet. Hein, et on a réussi à récupérer un utilisateur qui s'appelle Inite avec le mot de passe 1, 2, 3. Encore une fois, on lance notre attaque. Cette fois-ci, on va utiliser un auxiliaire serveur capture telnet. Donc vous voyez que vous avez le plus dur au début quand on débute sur Metasploit, c'est de connaître les chemins. Pensez que vous pouvez utiliser tabulation pour avoir l'autocomplétion, pour savoir à peu près où vous baladez. Le mieux quand on débute, c'est directement de faire un locate, faites un locate Metasploit ou un type-p Metasploit pour savoir où est installé Metasploit sur votre système de fichiers Linux et aller directement dans l'arborescence de l'installation de Metasploit et là-dedans vous aurez tous les auxiliaires. Allez vous balader, essayez de prendre le temps de comprendre le chemin, hein, puisque c'est ce même chemin que vous allez utiliser dans le cadriciel pour trouver l'auxiliaire qui vous sied pour lancer votre attaque. Donc là, on voit en effet en vert Telnet Login, hein, 192.168.1.3 sur le port 64106. On récupère le couple user key, hein, donc init 1, 2, 3. À nouveau, on fait creds, on voit qu'on récupère, le loot est ajouté automatiquement à la table de la base de données credential, creds. Hein, on voit que c'est ajouté en rouge. Vous avez maintenant du telnet. On avait notre 2 SMB, on avait notre FTP, donc vous voyez que ça vient s'additionner. L'avantage de ça, c'est quand vous faites un test d'intrusion, vous allez pouvoir aller taper creds et vous récupérer directement en base de données tout le loot, hein, dans votre workspace. Donc on verra comment gérer la base de données, hein, puisque c'est... alors pour un CTF, vous n'en aurez pas besoin, mais pour faire des tests d'intrusion, il est important de bien comprendre comment on fonctionne, comment se créer un workspace, comment gérer les différentes bases de données. Enfin, les tables qui composent la base de données, j'ai envie de dire. Donc si on continue, on a du SMB, pareil, on va utiliser cette fois-ci l'auxiliary server capture SMB, la machine est en 1.9, on lui fait un set John PW file, PW comme password, on lui donne le fichier à traiter, hein, via John, exploit, et là on va utiliser une attaque de spoofing au niveau du protocole NBNS, et on attend la réponse. On fait un set spoof IP pour spoofer l'adresse IP, et en gros ça va faire une attaque de l'homme du milieu. On va venir capturer les paquets qui transitent via le protocole SMB et récupérer les hash NTLM. Hein. Donc c'est une attaque qui est assez utile. Et en capturant les paquets, on va pouvoir analyser tout simplement les hash NTLM, et ces hash NTLM vont être ajoutés à la capture. C'est ce que vous avez sous les yeux. Vous voyez qu'on a lancé l'attaque et on récupère bien tout ça tranquillement. Et ça vient s'ajouter. On a la NTLM V2 Response Capture par l'outil. Et à nouveau, quand vous faites un cred, vous voyez l'ensemble des hash. Alors tronqués, hein, naturellement, parce qu'ils sont extrêmement longs. C'est du NTLM V2. Et vous pouvez les consulter pour pouvoir faire éventuellement des attaques pass the hash par la suite. Ensuite, HDump. HDump, tout simplement comme son nom l'indique, c'est un module de post-exploitation qu'on va utiliser souvent, qui va permettre de dumper les hash NTLM et qu'on puisse les réutiliser sur notre Linux. Donc c'est dans post Linux Gather HDump, et là vous pouvez dumper. Alors c'est pas, vous le voyez, hein, c'est du root 6 msadmin. On récupère tout ce qui tourne sur une machine là Linux. Hein, on reconnaît parfaitement
Les fichiers qui sont extraits, vous savez qu'on a deux fichiers extrêmement sensibles sous Linux, on a Shadow et on a PassVD. Donc le HDump il va vous formater en fait, et ça va extraire les hashes et encore une fois tout stocker tranquillement dans la base de données Creds pour pouvoir l'utiliser plus tard et vous servir de tout ça par la suite. Donc on voit qu'au fil du temps, bah ouais, il y a de plus en plus de choses qui vont être stockées, ça va être notre loot. Pareil, le SSO, donc qui permet l'authentification au niveau d'un contrôleur de domaine. On a un module qui s'appelle Windows Gather Credential SSO. On lance notre exploit et là on voit que pour un package donné, pour un contrôleur de domaine donné, au niveau du SSO, l'authentification Windows, on récupère un couple password, un couple user password, pardon. Là c'est Nisha 987 dans notre exemple. Encore une fois, si vous faites creds, vous allez avoir c'est cette information qui va être ajoutée à la table. D'accord. Donc vous voyez que petit à petit, euh, la base de données va venir s'enrichir automatiquement. Donc pareil, quand vous travaillez sur différents réseaux, différentes machines, plusieurs cibles, au fil du temps, ça devient assez compliqué en fait, de savoir quel type de mot de passe, qui a quoi, donc, puisque vous allez avoir plein d'informations. Donc on peut utiliser des filtres qui vont nous permettre de rechercher exactement ce qu'on veut. Si on fait un creds-u comme utilisateur et rage, là je demande tous les utilisateurs rage, on voit qu'il me sort tout ce qu'il a trouvé. Regardez en public, c'est rage à chaque fois, d'accord? Et on voit qu'il a 1, 2, 3, 4, 5 mots de passe. Pour le SMB, il y en a un, c'est un nul. Il y en a un autre qui est en doublon, c'est 1, 2, 3. Et sinon, on a le même hash qui est utilisé 2 fois. D'accord? Pour 2 machines différentes. Enfin, 3 machines différentes. Ensuite, on peut faire un type. Le type, on va lui demander le type, au niveau de tout ce qui a été enregistré. Là, on lui demande des hash NTLM, hash NTLM. On peut lui faire un petit cred-t NTLM et ça va nous sortir tout simplement tous les hash NTLM que vous pouvez voir dans private et cette fois-ci dans public. Vous voyez que on a plein d'utilisateurs différents. Ensuite, on peut jouer sur les filtres. Les filtres, on peut jouer sur les ports, donc on a vu les utilisateurs, le type, on peut également jouer sur le port, filtrer, je veux le port 23, je sais que c'est du telnet, je fais un creds-p23, et là, on voit que pour le service 23 TCP telnet, il me donne l'adresse IP du serveur, et il me donne l'utilisateur init avec le mot de passe 123. D'accord? Donc vous allez pouvoir jouer sur ces filtres, ça sera extrêmement utile. On peut demander l'host également, donc O comme origine, et ça va permettre d'avoir une adresse IP de l'hôte. Et vous aurez également tous les mots de passe qui ont été extraits à partir de cette adresse IP. Là, on voit que c'est Nisha 987 sur la machine WinMJVR20 NH7. C'est du protocole SMB, port 445 en TCP, et la machine, c'est la 1.136. S comme service. Alors, service, on va lui demander le nom du service. Là, en l'occurrence, S-S FTP. On va récupérer encore une fois le port 21 en TCP FTP. C'est bien le service qu'on lui a demandé. Et on voit que cette fois-ci, l'utilisateur c'est Privs. Et le mot de passe, c'était 1, 2, 3. Donc, prenez bien l'habitude de faire tout ça. Donc, vous pouvez également vous-même ajouter des mots de passe à la base de données. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il faut le nom d'utilisateur, ce qu'on appelle le user tag, le password tag. Ça sera le mot de passe. Et imaginons qu'on veuille utiliser là dans notre exemple un utilisateur qui s'appelle Pavan avec le mot de passe test 1, 2, 3. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un creds, donc je parle de creds, la table. Add, je vais ajouter user 2 points, ça sera notre séparation Pavan, password 2 points, test 1, 2, 3, et quand vous ferez test, creds-grand P, test 1, 2, 3, vous voyez bien qu'il vous a ajouté maintenant un public Pavan, un private test 1, 2, 3. D'accord?
Donc, c'est assez intéressant. Vous pouvez ajouter vous-même vos petits trucs, hein. Donc voilà, et ne confondez pas le petit p avec le grand P. Ensuite, on peut exporter, hein, puisque ça va être extrêmement utile dans un engagement de extraire ça à une base de données ou via un CSV, hein, pour faire du reporting et montrer ça à votre client. Voilà, voilà ce que j'ai récupéré sur votre serveur. Voilà les mots de passe qui m'ont permis d'accéder à tel ou tel service. Donc, vous pourrez faire un cred-o pour l'export. Et là, dans notre exemple, on a renommé le fichier CSV en rage.csv. Et vous voyez qu'on récupère au format CSV. D'accord? Donc séparé par des virgules. D'accord? À partir de là, vous pouvez injecter, vous pouvez vous en servir pour faire pas mal de choses. Et voilà, hein, grosso modo, comment ça se passe. Donc vous voyez, tous ces petits trucs, au fil du temps, il faudra les apprendre. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça va vous permettre de récupérer proprement votre loot, de pouvoir l'extraire, de pouvoir filtrer, hein, pour pas être saturé par les informations, puisque vous allez voir que au fil du temps, si vous faites un engagement d'ampleur, vous allez récupérer beaucoup de loot via le serveur de command and control et la base de données, la database creds, la table, va venir s'enrichir et il est important de savoir la gérer et filtrer pour gagner du temps. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.